En monument historique, on peut avoir des cas particuliers qui sont très intéressants fiscalement. C'est l'exonération de droits, donc de donation ou de succession. C'est-à-dire qu'on peut donner ou transmettre gratuitement un bien monument historique. Pour ça, il faut deux conditions. Les conditions, donc, elles sont prévues au BOFIP. Elles sont très simples. La première, c'est que l'immeuble doit être MH, donc inscrit à l'ISMH, en terre supplémentaire du monument historique, ou totalement classé. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Petite utilité, ça ne veut pas dire que le client a acheté en loi monument historique. Parce que tout immeuble monument historique peut être fait également en déficit foncier. C'est les mêmes natures de travaux. Donc, on a le choix sur la fiscalité. D'ailleurs, on a pas mal de clients qui font du déficit foncier sur nos monuments historiques parce que les ratios de travaux sont plus importants. Donc, le client a le choix. L'important, c'est que l'immeuble soit classé. Ensuite, il va avoir une deuxième condition, c'est une ouverture au public pour un élément architectural remarquable qui mérite d'être ouvert au public. C'est pas un pot de fleurs qu'on va faire visiter au public. Non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant. Concrètement, dans la majorité des cas, ce qu'on a, c'est des chapelles, notamment dans les charités. Ça arrive souvent. On a une chapelle qui fait partie intégrante de l'immeuble. Voilà. À l'époque, ça se faisait beaucoup, hein, notamment au 18e, 19e. Donc cette chapelle, qu'est-ce qu'elle a souvent? Elle est plutôt assez majestueuse. Souvent, c'est vraiment très très beau. Souvent, c'est sur 2 étages d'ailleurs. Et ça fait partie de l'immeuble. C'est désacralisé, bien entendu. Hein, c'est plus en activité. Hein. Ce sera assez compliqué pour la vie de l'immeuble sinon. Et du coup, souvent, on la restaure pour le compte de la ville. Donc souvent, ça appartient toujours à la ville. Donc c'est pas les copropriétaires qui en ont la charge. Donc ça, c'est un gros avantage également. Hein. C'est tout bénef. Et nous, on propose, ou la ville propose, la demande peut émaner de 2 personnes, soit nous, soit la ville. On a une opération Narbonne, c'est la ville qui l'a faite. Une opération à Rochefort, c'est nous qui allons demander. Et cette ouverture au public peut se faire de 2 manières. Vous allez voir, il y a une manière qui est assez contraignante et l'autre qui l'est beaucoup moins. La première, c'est on ouvre de 60 à 80 jours le bâtiment, pour faire visiter cette chapelle, au public. Donc alors, et 2 mois et demi d'ouverture dans l'année au public. Bon, dans la vie de l'immeuble, c'est pas très intéressant, c'est assez contraignant pour les locataires. Ou alors, on n'a pas de contrainte de temps si cette ouverture est organisée par la ville, notamment l'Office du tourisme. Typiquement les journées du patrimoine. Donc là, on peut ouvrir une fois dans l'année, dans le cas des journées du patrimoine. Les gens visitent, regardent, ah c'est beau, magnifique, blablabla. On n'a ouvert qu'une fois dans l'année. Donc pas de contrainte pour les locataires. Ou pour les visites touristiques, les visites guidées, en période d'été, estivale, voilà. Donc c'est vraiment non contraignant déjà, assez peu contraignant pour les occupants, les locataires. Puisque souvent, et il y a même un autre argument que je vais vous donner, parce que le client, on a souvent des clients qui disent oui, mais c'est contraignant pour la vie de l'immeuble, c'est pas intéressant. Alors, oui et non. Aujourd'hui, qui peut se targuer d'avoir un immeuble tellement beau qu'on peut l'ouvrir au public? Moi, j'en connais pas. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un immeuble qui est tellement beau, qui est tellement joli qu'on l'ouvre au public. C'est une valeur ajoutée, c'est pas une contrainte. Il faut vraiment retourner le problème.